Enfin, crise de confiance, impossibilité ou difficulté grandissante de se fier aux autres, avec qui ou pour qui on travaille. Alors ce point est évidemment particulièrement développé et ce sera évidemment repris par Christophe Dejour sous un mode très particulier qui concerne le problème que pose la prolifération des évaluations individuelles du travail dans des organisations dont la performance repose au contraire sur la capacité collective. Et donc la conséquence de cela, dit-il, et nous aussi, peut-être de manière moins polémique que lui parfois, mais quant au fond d'accord, le risque qui s'organise là, que ces modalités d'évaluation ruinent les coopérations dans le mouvement même où elles voudraient s'établir. Et que cette organisation de la trahison, du mensonge, de la capture par l'individu des dynamiques qui doivent aux autres, organise évidemment les tensions entre les personnes. Et au final construit les isolements et les solitudes. Crise de confiance aussi quand ce qui arrive déçoit ou trahit ce qu'on espère. Et là, je fais allusion évidemment à ce qu'on peut appeler la psychiatrisation des tensions sociales, c'est-à-dire des gens qui sont de plus en plus sommés de résoudre à leur propre échelle individuelle des tensions qui ne trouvent plus le refuge dans des normes, dans des repères sociaux qui serviraient d'arbitre et de référence. Cette intimisation des tensions sociales est en soi un effet pathogène. Inversement, les tensions intimes n'arrivent plus à se socialiser, à s'extérioriser dans des collectifs qui sont minés. Le troisième point, la confiance est rompue lorsque les engagements se retournent contre soi. Je parlais tout à l'heure d'une vulnérabilité qui est à la fois la source de la capacité, mais le risque attaché à cette source. Et évidemment, aujourd'hui, on voit bien comment, dans un certain nombre de cas, le sentiment de la trahison est très fort dans les engagements des personnes. Enfin, d'une manière peut-être plus générale, l'idée c'est que la confiance se perd quand on n'arrive plus à relier, à tenir ensemble des registres que toute l'organisation justement délie, sépare. Santé et solidarité, stratégie et développement. Quand la difficulté grandit de se sentir pour quelque chose dans la manière dont les choses peuvent tenir ensemble, ce qui est exactement la définition d'une pathologie. Sur cette base, comment peut-on inversement projeter la possibilité donc d'une refondation de la confiance ou d'une reprise de la confiance, regardez ici comme un enjeu donc de sortie de crise. Je ne vais évidemment pas épuiser le sujet ici, je dresse simplement des grands axes qui me semblent être porteurs de développement. D'abord, prendre appui sur le fait qu'il y a de plus en plus de symptômes partagés, c'est-à-dire on pourrait dire une communauté des consciences ou des pensées sur le fait qu'il y a des choses qui ne passent plus. Ça passe, notamment, ça se voit à travers la prolifération véritablement galopante aujourd'hui des mesures d'assurance qui justement se développent en proportion même qu'on ne contrôle pas, on développe le moyen de faire comme si on pouvait contrôler. C'est-à-dire que les assurances se développent, on a une inflation de procédures, de règlements, de lois, d'injonctions impératives qui se développent d'autant plus que, en fait, elles viennent couvrir une maîtrise de plus en plus défaillante, d'où le fossé de plus en plus grand. Et puis il y a quand même des alarmes de plus en plus fortes. Les violences au travail, les risques psychosociaux, les suicides, je ne vais pas m'étendre là-dessus, socialement, ces événements sont passés dans la communauté sociale comme des signes. Je dirais de l'insupportable, de l'insoutenable, même si malheureusement ça continue d'exister. Et puis il y a aussi des signes inverses, enfin pas inverses, dans un autre registre, plus prosaïque. Et je pense que de ce point de vue-là, ce qui est arrivé autour de Toyota et de quelques autres est quand même intéressant parce qu'on est là sur des entreprises qui ont fait toute leur réputation sur l'assurance, justement, d'une qualité totale maîtrisée et qui font l'expérience que, justement, une qualité totale qui peut être mieux qu'un idéal ne peut pas être une norme sur laquelle on s'engage. Et qu'il y a un moment donné
précisément dans cet écart, une espèce de retour de réel qui se fait et qui fait crise radicale. Crise d'autant plus que les volumes que ça concerne sont énormes et que la blessure symbolique est elle-même extrêmement puissante. Je pense qu'il y a là des effets de levier par rapport à ce qui nous intéresse. Ce à quoi nous sommes invités, évidemment, c'est donc à faire retour au réel comme repère sur lequel fonder l'activité. Ce que j'appellerais ici donc sortir de la bulle étant précisément comme ce qui a éclaté dans une expérience du réel qui à un moment donné a réussi à se faire entendre malgré tout, mais en insistant sur le fait que la dimension du réel, c'est la conflictualité. Et qu'il y a aujourd'hui, on le voit bien, une tendance qui peut se remettre en mouvement, qui tout en même temps qu'elle reconnaît au réel des dimensions qui ont échappé à la prévision, cherche à la capter dans une conception élargie de la possibilité de programmer, et qui à nouveau repousse la conflictualité hors champ. Le point sur lequel je voudrais terminer se relève finalement d'un programme, à la fois scientifique, professionnel, politique, et qui est l'enjeu finalement de l'institutionnalisation, c'est-à-dire de la recherche des dispositifs institutionnels dans lesquels les questions que nous évoquons ont besoin de se placer pour être traitées et pour qu'elles deviennent opérables. On voit aujourd'hui se développer autour des accords de méthode, autour de certaines pratiques qu'on essaye de mettre en place dans les entretiens d'évaluation, dans les entretiens tout court, une recherche de modalités institutionnelles qui redonnent la possibilité d'une référence, de repères, qui permettent aux individus d'échapper à l'injonction d'être une espèce d'instance à eux-mêmes dans lesquelles ils ne peuvent pas se sortir. Il y a donc une institutionnalisation, je dirais, qui se met en place, une recherche de dimensionnement des dispositifs d'écoute, d'échange et de parole. Le deuxième point, c'est que ceux-ci ne peuvent se faire que dans un certain rapport au territoire. Et le point ici qu'on veut dire, je dis un « on » parce que je ne parle pas ici que de ma chaise, comme dit, c'est que ça a à voir avec l'idée que dans ces affaires-là, on ne peut pas raisonner dans le seul périmètre de l'entreprise. À la fois, c'est un enjeu, je disais tout à l'heure, de dispositifs politiques, mais ceci, c'est un enjeu de dispositifs territoriaux. Plus l'activité précisément s'organise dans l'espace du service, plus la dimension du territoire y est sensible. Donc il y a la question du lien à faire avec l'espace, le territoire. Et puis peut-être, enfin, c'est une note qui permet de sortir de l'espace trop clos que serait l'ergonomie ici, rechercher une mise en résonance plus systématique entre ce qui, sur ces questions, est développé à travers les dispositifs scientifiques, l'ergonomie, et puis tout ce qui se met en scène aujourd'hui d'une manière extrêmement riche, et chacun peut y être sensible, parce que véritablement, c'est dans un nombre qui est surprenant par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, ce qui se développe dans la littérature, dans le théâtre, dans le cinéma, sur la façon dont les questions du travail reviennent à travers, justement, la manière dont les questions de la santé s'y trouvent exposées. Il y a ici Marianne Dujarrier qui a participé à la série là, sur les... Comment ça s'appelait déjà? Rappelle-moi. Ça fait rien, mais... Pardon? La mise à mort du travail, oui. Mais quelle que soit la qualité du titre, c'est quand même celui qu'on a connu. Et donc c'est pour ça que je saisis l'occasion d'en parler. Autrement dit, il y a une prolifération dans les façons dont la question que j'essaie de vous présenter se développe aujourd'hui. Je vous remercie.